BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H, dans le rendez-vous du Cercle des économistes, avec ce soir deux économistes. Philippe Trainard, chef économique de la SCOR. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et puis François Perret, directeur général de Pacte PME. Bonsoir, merci d'être là. Beaucoup de questions. Alors, ça veut dire vous êtes le monsieur entreprise, évidemment. Pacte PME, on va rappeler que c'est ceux qui essayent de faire le lien entre les grandes entreprises, les petites entreprises. Souvent, on sait que c'est peut-être pas suffisamment efficace en France. Et vous publiez pour en finir avec la stagnation économique française. On reviendra dans un instant du reste sur les... vous avez vu les très mauvais chiffres du commerce extérieur qui montrent quand même il y a un vrai problème de compétitivité, surtout lorsqu'on voit que l'Allemagne est devenue le premier exportateur mondial devant la Chine. 280 milliards d'excédents et nous, on a près de 50 milliards de déficit commercial. Ça veut dire qu'il y a quand même un bug. Mais Philippe Trainard, quand même à la SCOR, est-ce que vous vous inquiétez de ce risque politique soi-disant, je dis soi-disant, je ne sais pas, vous allez me dire si oui ou non à vos yeux, qui pèse sur la France avec l'éventuel risque de voir arriver Marine Le Pen, alors que tous les sondages montrent que c'est pas le cas. Alors, disons, risque politique de Marine Le Pen, oui, il existe, puisque auparavant, probablement, on pouvait dire que le risque d'une élection, la probabilité d'une élection de Marine Le Pen était faible. Maintenant, elle rentre dans les zones où ça devient des probabilités qui sont sérieuses. Pour un assureur qui regarde, vous savez, les risques en fonction des probabilités, quand vous êtes à 20% ou à 30% de probabilité, ça devient des probabilités sérieuses. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez gagner, que vous n'allez pas gagner. Alors, les conséquences, c'est, là, pour le coup, les conséquences économiques seraient effectivement extrêmement sérieuses si on en croit le programme qu'elle a annoncé, la sortie de l'euro, la redénomination de la dette, je crois, aurait un coût pour les finances publiques probablement extrêmement élevé, surtout avec une dette qui est proche de 100%. Le gouverneur de la Banque de France, François-Xavier Gallo, était à ce même micro juste avant ce week-end. Il disait que le coût est 30 milliards d'euros, serait 30 milliards. Est-ce que c'est un chiffre comme ça ou pas ça peut chiffrer. Alors, je suis pas sûr qu'un chiffre précis soit tout à fait adéquat, parce qu'il faudrait savoir dans quel environnement Marine Le Pen le ferait, avec quelles intentions en matière de politique monétaire, conserverait-elle une indépendance de la politique monétaire ou non. Je crois que ce serait très important. Si elle ne conservait pas l'indépendance de la politique monétaire, alors probablement même des chiffres plus élevés que 30 milliards pourraient être évoqués. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait un véritable risque sur la manipulation des changes du franc, l'utilisation de la dévaluation systématique et donc les marchés imposant à la France, comme elle l'avait fait d'ailleurs avant l'entrée à l'intérieur de l'euro, imposant une prime de risque extrêmement élevée. Et François Perret, vous réagissez comment? Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'on est à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle et qu'on est dans le flou le plus certain ou le plus incertain en l'occurrence? On sent que chacun a sa stratégie. Il y a la stratégie du programme extrêmement détaillé. On sent aussi que ceux qui ont porté ce type de stratégie, je pense à Bruno Le Maire, n'ont pas forcément non plus été extrêmement récompensés. François Fillon porte cette stratégie, mais c'est vrai que son programme économique est en ce moment un petit peu moins audible. Et puis on a de l'autre côté Emmanuel Macron qui effectivement porte un projet qu'il va décliner progressivement en programme. Donc il y a un petit peu plus de suspense, mais au final... Excusez-moi, c'est un euphémisme, un peu plus de suspense, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, oui, un peu plus de suspense, mais aussi peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour le moment où il va arriver au pouvoir, et où effectivement on sait très bien que décliner une feuille de route de A à Z, c'est pas facile. Oui, mais quand même, quand vous voyez qu'il y a à peu près entre 55% et 60% de Français qui votent soit Marine Le Pen, soit Benoît Hamon, soit Jean-Luc Mélenchon... vous vous dites, il y a quand même un vrai problème sur le mot économie qui fait peur. Les Français comprennent pas comment ça fonctionne. L'économie... Moi, ça leur fait peur. Pour eux, la mondialisation, elle est pas heureuse. Enfin, on peut décliner la liste, elle est longue. L'économie fait peur. Moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est que l'économie est une chance. L'économie est une chance pour notre pays. On voit bien. Mais là, ils vous croient pas, quoi. Ils nous croient pas, mais en tout cas, notre pays, il est beaucoup plus entrepreneurial qu'il y a 15 ans. Ouais. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais en 1998, la France était le 3e pays derrière la Turquie et la Pologne en matière de barrières érigées à l'entrepreneuriat. Et 15 ans plus tard, on est dans un pays qui crée 550 000 entreprises par an, qui fait quand même de la croissance, alors pas au rythme où on souhaiterait le faire, j'espère qu'on va y venir, qui aujourd'hui est confronté à un vrai problème, c'est plus
l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, c'est celui du développement de ces entreprises. On a encore trop peu de TI. Parce que vous avez une théorie, vous la développez dans votre livre, en l'occurrence, vous dites là, on peut pas devenir comme ça une start-up nation. En l'occurrence, les Internet, tout ça, vous y croyez pas beaucoup. Vous pensez plutôt qu'il faut développer les PME. On y reviendra dans un instant. J'en profite pour saluer Emmanuel Le Chip qui nous a enfin rejoint. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. L'impossible redressement économique de la France, c'est un peu ça, on en est là? Non, c'est tout sauf impossible, sauf effectivement quand les solutions qui sont les plus mises en avant aujourd'hui, c'est les solutions de fausse facilité entre guillemets, c'est-à-dire les solutions de repli sur soi, de fermeture des frontières. Sur le programme de Marine Le Pen, on en parlait. Alors le problème du programme, il n'y a pas de réforme, on a l'impression qu'il n'y a pas des réformes de structurantes. Non, c'est-à-dire c'est tout le monde rase gratis quand même, globalement. C'est-à-dire ceux dont j'ai parlé. Mais exactement, mais puis il n'y a pas que, même à droite, globalement, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'efforts sur les finances publiques. Mais alors le problème du programme du Front National, c'est qu'on se heurte toujours à cet éternel débat sur la loi de 1973, de l'indépendance de la Banque de France, etc. Et donc voilà. Alors effectivement, puis sur cette affaire de dette, labellée en euros ou pas en euros. Est-ce qu'on peut transformer les dettes actuellement libellées en euros? Est-ce qu'on peut les transformer en francs? C'est toute la question. Le fait de la transformer en francs la soumet simplement au régime du franc. À la limite, la transformation, il y a un débat sur la transformation qui serait une forme de défaut. Ça, c'est vrai qu'on pourrait répondre peut-être gentiment, mais ça n'est pas obligatoirement un défaut. C'est vous qui le qualifierez comme un défaut. La réalité, c'est quand vous passez de l'euro, qui est une monnaie plus stable, avec une banque centrale crédible, à une redénomination en francs, c'est-à-dire avec une banque centrale qui n'aura aucune crédibilité, qui n'en avait pas d'ailleurs auparavant, avant son indépendance et la loi Balladur de 1993, une tradition de dévaluation, et ça veut dire prime de risque. Donc ça, c'est une chose. Peut-être que sur l'ancienne dette, c'est pas très grave, mais sur la nouvelle dette, ce sera catastrophique. Ouais. Et puis n'oubliez pas les dettes des entreprises. Et puis il faut peut-être parce que là pour le coup pour les entreprises ce serait aussi c'est-à-dire comme les entreprises, la dette corporate suit un peu la dette nationale, il y a quand même une corrélation, donc ça c'est important. Et si vous ajoutez au fond, quand vous regardez le programme des finances publiques du Front National, il y a beaucoup de dépenses. Énormément de dépenses. Donc il y a du déficit dans l'air. Oui, mais d'ailleurs, quand on regarde, on va pas rentrer dans le détail de tous les programmes parce qu'effectivement on va revenir là-dessus. Mais quand on regarde l'indépendance de la Banque de France, tout passe par là. Hier, Jean-Luc Mélenchon dans BFM Politique, il nous disait l'indépendance de la Banque de France. Donc si vous voulez, on donne le statut de banque à la BPI et on fait les dettes de l'État français sont rachetées par la Banque de France, voire par la BPI. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est crédible? Si on peut toujours le faire. Parce que Marine Le Pen, c'est un peu le même principe. Admettons que ce soit possible techniquement. Techniquement, c'est possible. On peut le faire. Techniquement, c'est possible. Alors le problème, c'est que pour en avoir discuté avec Marine Le Pen, quand vous lui dites, mais regardez, dans tous les pays où ça s'est fait, ça s'est terminé en catastrophe, à coup d'hyperinflation, etc. Elle dit oui, mais parce que les gouvernements n'étaient pas raisonnables. Et elle dit, alors donc on lui demande, mais au nom de quoi vous seriez raisonnable? Elle dit mais moi je ne ferai pas plus de 100 milliards d'euros de planche à billets, grosso modo. Et puis il y a la question quand même de l'euro. Faut-il sortir de l'euro? Pour les entreprises, est-ce que ça serait une catastrophe ou pas? Je pense que les entreprises françaises, elles ont besoin de stabilité pour avancer, pour investir. Donc la sortie de la zone euro, c'est d'abord de la volatilité, plus de volatilité dans les taux de change. Je rappelle aussi que depuis 2014, on est quand même entré comme le Japon depuis 2013 dans une stratégie de dépréciation du taux de change qui nous met quand même dans une situation relativement favorable pour nos exportateurs, en particulier vis-à-vis des États-Unis. Donc effectivement, plus d'instabilité, perdre effectivement ce bénéfice de taux de change, c'est déjà deux premières questions qu'on doit se poser. L'histoire du franc, c'est l'histoire de la dégradation de la compétitivité française, dramatique, et avec course-poursuite entre dégradation de la compétitivité et dévaluation du franc. Donc, je veux bien qu'on me dise que la nouvelle histoire sera totalement différente, mais il faudrait ajouter juste un argument qui ferait qu'elle serait différente. Donc, pour moi, la sortie de l'euro... Avec le franc un peu, moins élevé, moins fort que l'euro, c'est bon pour les entreprises françaises et pour l'économie française. C'est pas nécessairement bon. Macroéconomiquement, c'est nul. Non, c'est pas bon. Non, notre déficit, il est pas bon. Il est de 1,1%.
1% du PIB, c'est trop élevé, mais c'est pas non plus si massif. Qu'est-ce que veut dire une dévaluation? Une dévaluation, ça veut dire qu'on vend nos produits moins chers et qu'on paye les produits étrangers plus chers. Donc on transfère du surplus français, du travail français, de la richesse française et de la sueur française, on la donne à l'étranger. Voilà, gratis, etc. Donc je vois pas comment ça peut enrichir le pays. Ça n'enrichit pas le pays. Une dévaluation n'est efficace quand vous avez une stratégie de dévaluation qui s'appuie sur des réformes structurelles. C'est-à-dire un pays, tout d'un coup, voit que ses coûts se sont désajustés pour différentes raisons, il veut ajuster, il fait une réforme structurelle assez forte, et à ce moment-là, il y a des bénéfices, et votre dévaluation, elle vous permet de gérer la transition. François Perret, Emmanuel Le Chypre. Je pense que le sujet, au fond, c'est en réalité la montée en gamme des entreprises françaises. Donc le sujet, c'est pas de penser qu'on va transformer notre économie, relancer la croissance à travers la sortie de la zone euro. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait monter en gamme notre économie et nos entreprises. Et sur ce sujet-là, on est très très en retard. Les entreprises françaises n'ont pas pris le virage du digital. Vous savez qu'à l'heure où on se parle, on a à peine une entreprise sur 5 qui a une véritable stratégie numérique. Oui, mais je veux dire, c'est la faute au chef d'entreprise, non? C'est la faute. Alors, c'est la faute à qui? Alors, il y a un vrai sujet sur la culture des dirigeants français. Il y a quand même un sujet. Alors c'est un sujet qui évidemment touche peut-être moins les jeunes générations qui sont en train de créer leurs entreprises. Il y a un sujet effectivement sur le digital qui pose un problème de pédagogie. Aujourd'hui, effectivement, on a trop peu de dirigeants d'entreprise qui non seulement n'ont pas de stratégie, mais ne pensent pas devoir être accompagnés, ce qui est quand même une grosse inquiétude. Alors le gouvernement a annoncé aujourd'hui un plan de relance effectivement du numérique dans les PME. Il n'y a que 1000 entreprises qui sont concernées par ce plan, donc il faut aller beaucoup plus loin et je pense par des solutions très agiles. Je rejoins ce que dit Emmanuel Le Chypre à l'instant. Moi, ce que je comprends pas, j'ai souvent ce débat avec des chefs d'entreprise, c'est pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ça vienne du gouvernement? Enfin, pourquoi ça doit venir de l'État? Pourquoi ce ne sont pas des entrepreneurs, des entreprises qui disent, eh ben, dis donc, moi j'ai vu ce qui se passait, comme les Allemands, hop, il faut absolument que je m'y mette, vous voyez, je veux dire, faut que je m'y mette pour aller exporter, faut que je m'y mette pour faire du digital, c'est un peu... Mais je crois quand même qu'il y a une rigidité de l'économie française. Cette rigidité, elle vient pas des entrepreneurs français, parce que vous prenez le même, vous le mettez à l'étranger... Il est bon. Et il est bon. Pourquoi est-il bon et crée-t-il des emplois en Angleterre? Pourquoi est-il bon et crée-t-il des emplois en Suisse, qui est quand même pas le pays sans protection sociale où on exploite les gens? Parce qu'il y a une rigidité du marché du travail, parce que vous ne pouvez pas réallouer comme ça le facteur de travail, parce que vous ne pouvez pas prendre de risques avec le facteur de travail. Si vous ne pouvez pas prendre de risques avec le facteur de travail, comment pouvez-vous prendre le risque du digital? François Perret, défendez-vous. Non, mais moi je pense que il y a une course-poursuite qui est effectivement engagée cette fois-ci pour faire la transformation numérique. Il faut effectivement faire plus de pédagogie pour que les entrepreneurs comprennent que le cercle vertueux aujourd'hui, le triangle d'or, c'est le digital, c'est l'innovation et c'est l'export. Et sur ces trois sujets, je partage avec vous le fait que nous sommes très en retard. Sur le digital, je viens de le dire. Sur l'innovation, vous savez que là aussi, à l'heure où on se parle, on a moins de 2000 PME qui déposent au moins un brevet chaque année. Mais pourtant, je croyais qu'on était très bons. C'est les grandes entreprises. Non, au total, effectivement, et c'est là toute la confusion de notre économie. C'est pour ça que je parle dans mon ouvrage d'une économie à deux vitesses. C'est que d'un côté, notre économie est tirée par quelques grands groupes et par quelques start-up qui sont digital natives, qui sont très innovantes. Mais de l'autre côté, on a l'immense majorité des PME. Je vous rappelle qu'on a 3 millions d'entreprises dans ce pays qui sont encore fragilisées par la crise de 2008, qui ne savent pas innover, qui ont encore aussi le regard porté à très très court terme sur leur trésorerie. Je vous rappelle que le sujet, comment penser l'innovation, comment penser le digital, comment penser la projection à l'international si on est encore confronté à des problèmes de besoin en fonds de roulement. Oui, Philippe Trainard, est-ce que vous, ces chiffres très mauvais du commerce extérieur qu'on a appris, c'était je crois mardi dernier, donc je disais c'est 50 milliards, enfin 48 milliards, etc. C'était 20% en dessous des objectifs, en tous les cas fixés par le gouvernement. Pourtant, il y avait des bons critères. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les entreprises françaises sont moins compétitives? Comment vous les avez interprétées? Et surtout, est-ce que c'est un signal négatif pour vous? Non, ça veut dire que la France est moins compétitive et aussi
que la France a fait un développement. Elle a fait un développement basé sur la demande. Et c'est largement imputable d'ailleurs aux finances publiques. Priorité à la demande courante. Il n'y a pas de priorité à l'investissement. L'investissement est très taxé, est lourdement taxé. Vous accumulez, c'est extrêmement taxé. Nous avons le taux implicite de taxation de capital le plus élevé, mais de très loin, pas d'un petit peu, de très très loin de toute l'Europe. Ça tourne, si on cumule toutes les taxes en moyenne, ça tourne autour de 46%, quand c'est sur la moyenne européenne autour de 35%. Donc il y a un vrai problème. Nous n'investissons pas assez. Et nous consommons. Donc forcément, nous sommes en déficit. Oui. Forcément. Mais Emmanuel Le Chypre, vous-même, vous êtes venu sur ce même plateau nous expliquer quand même que les chiffres sont plutôt bons. Enfin, les derniers chiffres sont tombés. Il y a eu la création d'emplois, les investissements repartent. Comment est-ce que vous sur la dynamique conjoncturelle, oui, c'est vrai que l'année 2016, elle a été perturbée par beaucoup de phénomènes qui donnent un chiffre de croissance au final qui est inférieur à la vraie dynamique de l'économie française en 2016. La preuve, c'est qu'avec 1,1% de croissance, vous avez quand même les meilleures créations d'emplois depuis 2007, et ça n'est pas lié uniquement à l'enrichissement de la croissance en emploi. Il y a aussi une dynamique sous-jacente qui n'est pas reflétée par les chiffres, qui est liée à tous les accidents qu'on a connus et dont on a déjà moult fois parlé ici. Mais voilà, après. Est-ce qu'il y a eu des gains de compétitivité? Oui, après, moi, je pense qu'il y a des signaux aujourd'hui qui sont perceptibles. Alors, pas encore au niveau des résultats du commerce extérieur, mais qui, sur la compétitivité, montrent qu'effectivement, globalement, la situation est meilleure aujourd'hui qu'elle l'était en 2012. Si vous regardez, par exemple, le coût du travail, on est clairement en meilleure posture qu'en 2012. Si vous regardez les charges des entreprises, si vous regardez la situation financière des entreprises, on est aujourd'hui en meilleure situation, effectivement, qu'en 2012. Mais c'est vrai que, après tout, c'était le choix de François Hollande de faire une politique. Dernier point sur cette question avec vous, François. Donc ça a quand même en partie payé. Mais c'est très long. Emmanuel Le Chypre a raison de souligner le fait qu'on est dans un paradoxe, parce que en réalité, c'est vrai qu'on a quand même mis sur la table près de 60 milliards d'euros entre le CICE et le pacte de responsabilité. Et pourtant, on continue, non pas pour rien, mais on continue à perdre des parts de marché. En tout cas, on se stabilise autour de 3,5%. Mais pourquoi ça? Ça prend du temps. Il faut savoir que le CICE, le pacte de responsabilité, permettent aux entreprises de reconstituer leurs marges, qui sont repassées au-dessus de 32%. En revanche, effectivement, l'investissement n'est pas là tout de suite. Donc si on n'investit pas tout de suite et qu'il continue à y avoir des incertitudes sur la demande, eh bien effectivement, les gains à l'export ne sont pas immédiats. Il faut être très clair, ce sera d'abord l'investissement et après l'export. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de résultat avant plusieurs années encore. Alors on va continuer à parler d'export. C'est la deuxième grosse actualité en l'occurrence, avec ce vote du Parlement demain, Philippe Trainard, Parlement européen, sur le CETA. Donc accord avec le Canada dans un contexte général, je veux dire, qui n'est pas très favorable, si on peut dire, ça vous fait même rire, justement à ces accords, lorsqu'on voit les déclarations évidemment de Donald Trump sur l'accord transpacifique, sur l'ALENA, etc. Moi j'ai une question un peu idiote, mais ces accords, en fait, ça sert à quelque chose, Philippe Trainard, ou pas? Ou c'est juste parce qu'on était rentré dans ce mode de grande relation multinationale, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Notamment le CETA, bien sûr. Je crois que ça sert à quelque chose. Ils sont très faciles à attaquer parce que, bien évidemment, quand vous mettez tout le monde autour de la table, tout le monde trouve une raison de ne pas aimer ce que l'un des voisins est en train de proposer parce qu'on a des traditions différentes, etc. Ce qu'il apporte, écoutez, prenons l'exemple, aujourd'hui, monsieur Trump rencontre monsieur Trudeau. Petit pays, grand pays. Enfin, les deux sont grands, mais petite économie, grande économie. Grande économie. Si monsieur Trump dit je ferme mes frontières au Canada, le Canada est à genoux le lendemain. Si le Canada dit je ferme mes frontières le lendemain, les États-Unis ne sentiront rien du tout. La réalité, c'est que là, vous avez une relation bilatérale qui est complètement asymétrique. Or, la relation multilatérale permet de rétablir une symétrie pour les petits pays. Ça leur permet d'abord de se regrouper, de voir s'ils ont des intérêts convergents et d'avoir des pouvoirs de faire des alliances et d'avoir des pouvoirs de négociation beaucoup plus importants. Donc au total, un petit pays ne serait jamais capable, sur une base individuelle, de négocier des accords aussi avantageux que dans un cadre multilatéral. Moi j'ai écouté Theresa May, la première ministre britannique à Davos, et je vous explique que justement maintenant c'est terminé les grands accords multilatéraux, elle va signer des accords avec des pays par pays, et y compris elle voudrait faire ça au sein de l'Union européenne. Pour l'instant, c'est interdit. Mais cet accord, par exemple, avec le Canada, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, Union européenne?
Pour nous, alors c'est vrai que le Canada a beaucoup y gagné, on peut penser que nous avons un petit peu moins y gagné. Ceci étant, quand même, nous pouvons exporter beaucoup plus au Canada. Nous avons un pays où il y a d'ailleurs des francophones, où il y a une possibilité d'exporter qui est relativement plus aisée. Et il y a encore un certain nombre de barrières à l'exportation. Et je crois qu'il y a un certain nombre de secteurs, notamment dans le secteur des services, et nous dans le secteur industriel de la chimie, par exemple, nous avons des possibilités d'exportation importante au Canada et qui aujourd'hui ne se concrétise pas. L'agriculture, c'est plutôt négatif. L'agriculture, c'est pas l'agriculture, mais ce qui exporte en France, on exporte beaucoup de l'agriculture, mais c'est pas là où on gagne des parts de marché toutes les années. Nos parts de marché, nous devons les gagner sur les services et sur les biens. François Perret, Emmanuel Le Chic, qui est très dubitatif, Emmanuel, sur ces grands contrats. François Perret, pour les entreprises, est-ce que... Je pense que si on est sur ces crispations avec l'émergence très forte de sujets sur le bilatéralisme versus le multilatéralisme. C'est tout simplement parce que d'abord il y a un ralentissement important du commerce mondial. Vous savez, le commerce mondial ne progresse quasiment plus en volume et recule en valeur, que ce recul évidemment fait diminuer le gâteau global que veulent se partager les différentes zones commerciales, et dans ce contexte-là, vous assistez à de très fortes résurgences de comportements agressifs et non coopératifs. Le premier de ces comportements, c'est la réflexion sur évidemment les taux de change, mais c'est également des formes de protectionnisme beaucoup plus dur. J'attire votre attention sur le fait que rien qu'en 2016, il y a eu 22 comportements protectionnisme par mois relevés par l'OMC, contre 20 en 2015 et seulement 14 en 2014. À mon avis, c'est pas fini, et puis à mon avis, ça va être certain. Emmanuel, vous avez l'air très dubitatif sur ces grands accords ou parce que je pense que c'est l'instrument d'une époque révolue qui était l'époque où on pensait tous où tout le monde pensait que la mondialisation, tout le monde avait à y gagner. Que la mondialisation c'était gagnant-gagnant, et que donc finalement quand on signait tout ça, tout le monde y trouvait son compte. Or la réalité c'est pas ça. La réalité c'est qu'aujourd'hui on deal des avantages pour les uns contre des inconvénients pour les autres. Or c'est aujourd'hui très difficile à faire passer dans un contexte où effectivement la croissance n'est plus ce qu'elle était, et où on a compris que la mondialisation, ça n'était pas un jeu gagnant-gagnant pour tout le monde. La mondialisation, macroéconomiquement, il y a peut-être un gain, mais en tout cas, elle fait incontestablement des gagnants et des perdants. Et le problème, c'est que les perdants ne veulent plus perdre aujourd'hui. Donc on voit que sur certains dossiers comme l'agriculture, par exemple, il y a des agriculteurs français qui aujourd'hui ont beaucoup à perdre. Et le problème, c'est qu'ils ne veulent pas. Voilà. Et on peut leur dire que ça va être très bien cet accord pour les chimistes ou pour les constructeurs automobiles, mais eux, ils veulent plus être les dindons de la farce. Philippe Trainard. Oui, quand même, je pense. Quand on regarde l'agriculture, si on prend même que le sujet de l'agriculture, si on prend la combinaison des accords multilatéraux et des politiques de soutien de l'Europe, je veux bien, nos agriculteurs ont toujours été fâchés avec la politique agricole commune, il n'en demeure pas moins que les transferts dont ils ont bénéficié de l'Europe sont gigantesques. Sans l'Europe, le budget français n'aurait pas été capable de le payer, ou tout au moins ça aurait obéré notre budget dans des proportions gigantesques. C'est pas tout à fait le même sujet que les Et ça aurait posé un problème politique, car bien évidemment d'autres secteurs auraient dit pourquoi ce secteur bénéficie-t-il de toute l'attention des pouvoirs publics français. Donc je pense qu'il n'y aurait jamais eu une politique semblable au niveau français, et donc que l'agriculture française aurait beaucoup plus pâti des circonstances. François Perret, je pense qu'on pourra pas continuer très très longtemps avec des divergences aussi importantes entre les soldes commerciaux des grands de ce monde. 280 milliards excédent pour 253 pour l'Allemagne très précisément, mais moins 500 milliards effectivement de dollars côté américain. On comprend mieux, au-delà de la personnalité de Donald Trump, pourquoi est-ce que les États-Unis aujourd'hui et la Maison Blanche font de l'Allemagne leur cible prioritaire. Mais il faut savoir que ce débat, il a surtout lui aussi des conséquences importantes en Europe, et qu'il faut à tout prix maintenant revenir à quelque chose de plus raisonnable, parce que sinon, des pays comme la France sont en train de payer en modération salariale en permanence l'écart effectivement commercial avec l'Allemagne. Il faut juste rappeler que le problème des États-Unis, c'est pas qu'ils importent trop, c'est qu'ils exportent pas assez. Et donc paradoxalement, ce que devrait faire Donald Trump, c'est plutôt aider les entreprises américaines à exporter davantage plutôt que de fermer ses frontières. Faire du protectionnisme. Merci beaucoup Philippe Trainard. Vous reviendrez nous voir, c'est toujours avec plaisir. Merci François Perret d'avoir été avec nous pour en finir avec la stagnation économique française que je vous publie chez l'Harmattan. Merci Emmanuel Le Chic. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous du Cercle des économistes. On voudrait toujours que ça dure un peu plus longtemps, mais ça passe vite. Tout de suite, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Nous on se retrouve demain avec le patron d'Uber France et puis Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin.